BFM Business présente le magazine de l'accélération digitale. 01 Business avec Frédéric Simotel. Bonjour, bienvenue dans l'émission 01 Business. On parle de super accélération numérique cette semaine puisqu'on va démarrer avec les super calculateurs, ceux d'Atos et ceux du CEA, parce que nous aurons un représentant de chacune de ces deux entreprises pour venir nous parler de voilà pourquoi il y a ce regain aujourd'hui autour des super calculateurs, pourquoi ça marche si bien et pourquoi ils sont aussi puissants et de moins en moins consommateurs d'énergie. On aura ensuite notre Startup Booster, ce sera s'appelle Master the Monster, et là on est autour de la production de contenu. L'intelligence artificielle va vous aider à trouver, vous avez des contenus à produire, bien va vous aider à trouver le bon producteur de contenu. Puis deuxième partie d'émission, on aura deux chercheurs de l'Institut Mines-Télécom qui viendront nous parler de réalité virtuelle dans le monde de la cybersécurité. Et puis on parlera de l'intelligence artificielle au service de l'expérience client. Ce sera avec Medalia qui travaille un peu sur nos émotions, vous allez découvrir tout ça. Et Schneider, l'un de ses clients. Allez, restez avec nous, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business. Et juste après, on parlera avec deux chercheurs de l'Institut Mines-Télécom. On parlera de cybersécurité dans un univers réalité virtuelle. Vous voyez, on est bien lancé dans l'accélération numérique aujourd'hui. Allez, à tout de suite sur BFM Business. BFM Business, 01 Business, le magazine de l'accélération digitale. BFM Business présente le magazine de l'accélération digitale. 01 Business avec Frédéric Simotel. Alors vous avez peut-être eu l'occasion, c'était début mars, d'aller au Security Research Event, donc un événement autour de la recherche en cybersécurité. Il y a beaucoup de choses qui étaient racontées sur la réalité virtuelle, sur la partie gestion de crise. Et justement, on a avec nous deux chercheurs qui ont montré leur projet et on va en parler avec eux. Marc-Olivier Pal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche à IMT dans l'Institut Mines-Télécom Atlantique. Et Frédéric Benaben, bonjour. Bonjour. Frédéric, vous êtes professeur à l'IMT Albi, dans l'Institut Mines-Télécom Albi. Je vais vous laisser vous présenter, Marc Lepal. Donc vous vous intéressez beaucoup à tout ce qui est réalité virtuelle et vous avez créé une sorte de prototype pour essayer de comprendre un peu dans une situation de cybersécurité comment la réalité virtuelle peut venir. Vous avez réussi à modéliser tout ça et comment on peut s'aider pour bien comprendre ce qui se passe. Très bien. Donc moi, j'ai le grand plaisir de travailler sur la cybersécurité, qui est une des choses les plus importantes qu'on a aujourd'hui, parce qu'on voit il y a beaucoup de menaces, c'est des choses à sécuriser, voilà. Et en plus, j'ai l'avantage que je suis titulaire d'une chaire industrielle, le plus grand chaire industrielle sur la cybersécurité dans le groupe IMT. Et ça veut dire que je travaille avec les partenaires industriels sur les enjeux de cybersécurité. Et ça, c'est parfait parce que ça, c'est vraiment la connexion entre le monde industriel et le monde recherche. Et moi, j'ai les partenaires Airbus, Amosus, BNP Paribas, EDF et SNCF sur la chaire. Et nous avons plusieurs axes de recherche. C'est sécurité par conception, c'est détecter des anomalies, c'est faire quelque chose semi-automatiquement contre les attaques. Et l'axe qui est l'important aujourd'hui, c'est l'axe interface humain-machine. Oui, parce que la cybersécurité, c'est rien qui vient de soi-même. Il faut toujours les humains. Et pour plusieurs enjeux, on crée des interfaces réalité virtuelle. Et là, on peut vraiment imaginer de rentrer. Et alors, c'est quoi? Je suis dans cet univers réalité virtuelle. C'est pour voir quoi? Je vois un virus se balader. Enfin, je grossis un peu le trait, mais est-ce que c'est ça? Ça peut vraiment être ça, parce que la vision que nous avons, c'est vraiment de mettre les casques et entrer dans quelque chose comme la Matrix. Oui. Donc, d'avoir, si on se souvient de la Matrix, ce sont les colonnes, des chiffres, codes, et après, on a quelque chose, les logiciels, et après, on voit quelque chose. La fameuse femme dans les vêtements rouges. Et nous, on essaye de faire exactement la même chose. Cybersécurité, quelque chose de très complexe. Et réalité virtuelle, si on ajoute le son et aussi le tactile, c'est une interface très riche entre l'algorithme et... Mais ça veut dire quoi? On se retrouve, vous preniez l'exemple de Matrix, avec des lignes de code devant, on essaie de voir un peu comment ça se passe, c'est ça le... C'est exactement notre recherche. Comment est-ce qu'on veut représenter ce qui est dedans? Et on a deux axes dedans, on a des visualisations réalistes
Et là, pour être vraiment concrète, on a les systèmes, ce sont les serveurs qui sont connectés, il y a les données dedans. Et nous, avec l'étudiant Anthony David, on a développé une visualisation qui est vraiment des chambres. Et entre les chambres, il y a les flux, on peut regarder les boules qui sont dedans. Et l'idée est qu'on peut collaborer entre des gens avec différentes expertises, qu'ils peuvent dire, OK, dans chambre 3, je vois un incident, est-ce que tu peux venir pour voir, donc qu'est-ce qu'on trouve là? Donc on a vraiment une visualisation réelle. Donc avec un esprit collaboratif derrière, oui, c'est ça? C'est ça, exact. Parce que, spécialement avec le Covid, il y avait la chose que gestion de cybersécurité à la distance, c'est important. On peut même imaginer d'ajouter des experts à la distance. Et si on est dans quelque chose, un espace réalité virtuelle, c'est vraiment être dedans tous et voir la même chose. Totalement. Et on imagine qu'aujourd'hui c'est important et on va le revoir aussi dans l'esprit de la gestion de crise. Il faut être plongé dedans pour vraiment s'en imprégner. Oui, c'est ça. Et deuxième axe, ce sont les visualisations non réalistes. Et c'est ça vraiment les colonnes de données. On a les logs et l'étudiant Nicolas Descombel, de son PhD, il travaille sur des représentations comme des hélix. On peut les manipuler, on peut changer les diamètres et comme ça on peut voir des anomalies dedans. Et ça aide vraiment. Comment on la repère, l'anomalie? Donc avec Louis, c'est vraiment des box qui sont rouges si c'est aligné, et comme ça on peut voir quelque chose. On a aussi ajouté des assistants avec IA, intelligence artificielle, qui apprend comment l'expert se comporte dans l'environnement et il me dit OK, peut-être regarde ici, peut-être il y a quelque chose, là j'ai trouvé quelque chose. Et l'idée est vraiment d'avoir un lien beaucoup plus fort entre les enjeux de cybersécurité et les humains qui doivent le maîtriser. Merci, on va revenir sur toutes ces innovations. Alors moi au début j'avais fait un lien entre les deux parce que je me disais voilà, on doit pouvoir avec cette réalité virtuelle se projeter alors à la fois dans les lignes de code mais à la fois dans une gestion de crise parce que vous, Franck Benaben, donc professeur à l'IMT Albi, vous avez mis en place le projet s'appelle Entraînement à la gestion de crise en environnement représentatif de sites sensibles. Le principe c'est de plonger une personne. Alors racontez-nous un peu où est-ce qu'on est plongé, dans quelle situation est plongé quelqu'un, un opérateur qui va travailler sur votre projet, sur votre Oui, alors donc ce projet, l'idée, c'est d'intervenir d'utiliser la VR pour intervenir en gestion de crise à deux niveaux, à la fois en amont et à la fois pendant la gestion de crise. Et en amont, l'idée, c'est que on va permettre aux gens de s'entraîner. Et donc on retrouve des choses très similaires à ce qu'a expliqué Marc Oliver, c'est-à-dire qu'on va avoir à la fois l'intérêt de la réalité virtuelle pour copier la réalité. Donc pour l'entraînement, on va créer des sites. Nous, on a créé une réplique de la cathédrale d'Albi, qui est la cathédrale assez célèbre, et dans laquelle on va pouvoir mettre le feu, faire intervenir des acteurs qui sont non-joueurs, qui vont donc se promener, avoir des comportements, et puis plonger des acteurs qui jouent le rôle des pompiers, qui vont devoir intervenir, sauver les œuvres, monter dans les combles et dans la charpente pour intervenir, etc. Donc il y a un environnement d'entraînement réaliste au-dessus duquel on plaque, grâce aux travaux de thèse d'Alexis Evin, un maître du jeu, c'est-à-dire quelqu'un qui va pouvoir piloter cet exercice et en temps réel augmenter l'intensité du feu, en faire partir à un autre endroit, verrouiller une porte, et donc complexifier ou simplifier la situation, ce qui est un énorme apport par rapport aux entraînements en réalité. Oui. En réalité physique, puisque là on a toute liberté pour modifier l'exercice. Donc ça c'est ce qu'on fait en amont. C'est ça, oui, c'est 4 modules, hein, c'est ça. Donc voilà, l'exercice, enfin le projet exercice que vous avez très bien appelé, contrairement à mon nom puisque c'est Frédéric. Non mais Franck, ça me va aussi. Franck, ça me va aussi. Donc ce projet-là, il a donc 4 modules. Donc les deux premiers, c'est vraiment le site lui-même et le site du maître du jeu. Donc voilà, ça c'est les deux premiers. Et ensuite on en a deux autres. Un qui est plutôt pour la gestion de crise elle-même, donc où là les opérateurs vont être dans une cellule de crise virtuelle qui ressemble un peu à ce studio. On est en réalité autour d'une table virtuelle, mais sauf que vous êtes peut-être à Paris, Marc Oliver est peut-être à Rennes et moi à Albi, et entre nous on va pouvoir partager la carte avec les informations qui sont dessus en surimpression, faire intervenir, etc. Et le quatrième module qui lui n'est pas en réalité virtuelle concerne l'évaluation à la fois de la performance des joueurs, mais également de leur apprentissage. Donc voilà, on travaille sur ces aspects-là. Et le dernier truc que je veux dire, c'est que par rapport à l'aide à la décision, et donc à la cellule de crise, on a également des choses qui sont très proches de ce qu'expliquait Marc Oliver sur le côté abstrait. C'est-à-dire qu'on ne réplique pas du tout la réalité. On va mettre le décideur devant, vous demandez à quoi ça peut ressembler, on va le mettre devant une ligne qui file à l'horizon. Et cette ligne signifie la performance du système, la performance des opérations. Et autour de lui, il va y avoir des sphères qui flottent, qui sont des événements qui peuvent se produire. Et il va pouvoir tester si cet événement-là se produit, voir comment la ligne dévie. Et plus la ligne dévie, plus l'impact est fort. Donc il va pouvoir
en amont déjà anticiper sur si on prend cette décision, si on fait ça, et voir comment est-ce que cette ligne de performance. C'était en ça que je pensais que vous collaboriez tous les deux, Marc-Oliver et Frédéric, sur ce projet. Bientôt. Qu'est-ce qui est compliqué alors derrière? À qui vous allez vous adresser? Là, on parlait de la cathédrale d'Abir. On a évidemment à Paris eu un exemple tragique il y a quelques années. Mais voilà, qui va venir vous voir? Enfin, vers qui voulez-vous tourner ensuite avec ce type de solution si ça passe en phase industrielle, passage à l'échelle? Il y a vraiment deux cibles. La première cible, ça peut être tous les opérateurs qui gèrent des infrastructures critiques. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de s'entraîner. Ouais, dans les centrales, on imagine centrales nucléaires. Ça peut être les centrales, les aéroports, ça peut être tous les établissements recevant du public, etc. Donc il y a toute cette nécessité de s'entraîner en amont et le fait de disposer d'un double 3D dans lequel on va pouvoir s'entraîner de manière la plus réaliste et la plus agile possible, en variant les scénarios, puisqu'on a aussi des scénarios avec des terroristes, on a des scénarios avec l'incendie, on a une variété de scénarios. Ça c'est une première catégorie de personnes qui peuvent être intéressées par ce type d'action. La deuxième, c'est plutôt les gestionnaires de crise institutionnels, c'est-à-dire ceux qui aujourd'hui se rassemblent autour d'une table avec des cartes papier et qui doivent gérer la crise avec les informations qui remontent du terrain au téléphone. Et Dieu sait si on n'est pas suffisamment entraîné à ce genre de choses aujourd'hui. Hein. Le problème, c'est que la gestion de crise, c'est quelque chose de très ponctuel. Donc on n'a pas cette continuité qu'on peut avoir dans d'autres domaines, ce qui fait qu'on sent, au moment où ça arrive, on réagit avec ce qu'on peut. On l'a bien vu avec le Covid, on a réagi avec ce qu'on a pu. Mais se préparer pour l'avenir, tout de suite, il y a une retombée d'intérêt, de financement, etc. Donc ça, c'est aussi un intérêt. Marc-Oliver l'a dit tout à l'heure, on peut être plusieurs à distance. Donc voilà, la deuxième cible, c'est vraiment les gens qui sont gestionnaires de crise aujourd'hui. Et Frédéric Benhaben, est-ce qu'aujourd'hui, on peut, alors par rapport à ce que vous essayez, parce qu'on entend beaucoup parler du jumeau numérique, des bâtiments, voilà. Qu'est-ce que vous allez apporter le scénario en plus, c'est-à-dire vous allez par rapport à des gens qui font déjà des bâtiments en 3D, qui permettent à des techniciens d'intervenir, voilà, pour changer, enfin pour voir s'il y a des problèmes sur des tuyaux, des fils, des choses comme ça. Le jumeau numérique, c'est une vision très précise. En deux mots, c'est vraiment un site physique, un site virtuel. Des données qui remontent du site physique, qui alimentent le site virtuel. Le site virtuel fait des traitements, des simulations, des expérimentations, et ensuite une redescente vers le site physique pour actionner et faire des conséquences sur le site. Nous, on est dans une réplique numérique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de connexion directe. D'accord. On travaille en amont, on fait des scénarios, effectivement, avec le maître du jeu, qui est vraiment un poste important, je l'ai dit, c'est la pièce d'Alexis Evin, et c'est une vraie valeur ajoutée, une contribution importante. Et cette modularité, c'est vraiment là où se situe l'importance. Le lien avec le jumeau numérique, c'est que aujourd'hui, on peut envisager d'avoir un site. On travaille avec une start-up qui fait ça aujourd'hui. Vous pouvez avoir un site, un copie numérique d'une cathédrale ou peu importe. Et lorsque vous avez une alarme qui se déclenche, des drones qui, avec différents capteurs, infrarouges, etc., vont tourner autour, récolter en direct de la donnée. On va pouvoir projeter dans le modèle 3D avec un peu d'IA qui va reconnaître les éléments qui ont été captés, pour pouvoir en temps réel donner aux forces d'intervention, aux pompiers, une image avant même qu'ils arrivent sur site, du site et de ce qui se passe à l'intérieur. Et la start-up qui s'appelle Drone for Future, avec laquelle on travaille, bosse là-dessus. C'est une façon de faire le lien entre le jumeau numérique et ce qu'on fait en gestion de crise et en entraînement. Sur la gestion de crise, Marc-Oliver Pahl, sur la gestion de crise, sur la partie cyber, aujourd'hui, vers qui vous tournez? Parce que les RSSI, c'est peut-être trop pointu par rapport à ça. Ça va être leurs équipes qui pourront utiliser le type d'outil. Donc la vision est vraiment de créer quelque chose au début de supplémentaire aux Security Operations Centers par exemple, et dans le futur je pourrais vraiment imaginer que le job de RSSI, de celui qui s'occupe de la cybersécurité, il est dans une chambre, il met des casques et il est vraiment dans il est plongé dans sa vision. Avec tous les avantages qu'on peut visualiser ce qu'on veut et les désavantages comme impersonation de quelqu'un, parce que je sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre et qui juste, si Frédéric dit ok, moi je suis où maintenant, voilà. Et comme ça, c'est vraiment pour tous les experts et aussi les non-experts, les décideurs dans les entreprises pour entrer l'enjeu cybersécurité avec des différentes visualisations et d'accord, il peut y avoir des visualisations entre guillemets plus grossières qui permettent de mieux comprendre un peu la situation. Et vraiment être dedans et être intuitivement capable de changer la visualisation et de dire ok, là j'ai vu quelque chose, laisse-nous changer le point de vue,
dans le sens que d'autres visualisations, autres aspects. Et une question à tous les deux, je démarque avec vous, Marc-Olivier, une dernière question. En termes de coûts, parce que ça veut dire qu'il y a de la data, il y a du développement, il y a du matériel, c'est pas forcément le plus cher, mais voilà, on arrive à maîtriser tout ça et à faire des solutions qui, pour des entreprises, soient abordables? Oui, donc à IMT Atlantique, on a l'avantage qu'on a des beaux labos avec aussi des choses des entreprises, et les casques, le prix il est vraiment baissé beaucoup dans les années passées. Oui. Donc on a aujourd'hui les Oculus qui coûtent peut-être 400 €. Oui. Donc c'est beaucoup moins cher que fournissait un Security Operations Center aujourd'hui. Même chose pour vous, Frédéric Bellamène, on arrive à avoir des solutions accessibles? Oui, alors le coût il est déjà relativisé par rapport au gain, forcément, il y a toujours cet argument-là. C'est vrai. Et l'élément phare pour moi de la question du coût, c'est quand même que si on regarde aujourd'hui l'évolution du matériel, l'évolution de ces coûts-là, on va vraiment vers quelque chose qui se démocratise à grande vitesse. Donc je pense que le bénéfice qu'on obtient à avoir ce genre de solution pour s'entraîner, imaginez aujourd'hui sur un site sensible, un site industriel, faire venir tout le monde, s'entraîner, on immobilise pour faire l'exercice en temps réel, on bloque l'usine pendant longtemps, l'entreprise, etc. Là, on prend 3 personnes, on va les faire. C'est vraiment le gain. Donc il y a des gains à plein de niveaux. Le coût lui-même est cher, forcément, mais après, en termes de gains, et en termes et quand on a des sites vraiment sensibles, comme vous dites, on va pas mettre une usine à l'arrêt pendant plusieurs jours. Ce qu'on est obligé de faire quand surtout qu'on peut faire ensuite, une fois qu'on a fait le modèle, on peut faire tous les scénarios. C'est ça l'important, c'est vraiment cette grande flexibilité et variabilité. Et rajouter les datas en plus, ça, je trouve ça intéressant aussi de pouvoir les images de drones. Et bien merci à tous les deux, Marc-Olivier Pal, donc directeur de recherche à IMT Atlantique, Frédéric Bellamène, professeur à l'IMT Albi, d'être venu parler donc la cybersécurité, le monde de la réalité virtuelle, on a des domaines très codés, un peu plus virtuels, un peu abstraits, mais très très réels pour ceux qui l'utilisent. Et puis dans cette partie de gestion de crise, merci à tous les deux d'être venus nous présenter tout ça. On se retrouve dans un instant, on va parler d'intelligence artificielle au service de l'expérience client. On change un peu de domaine. À tout de suite sur BFM Business. BFM Business, 01 Business.